Bonjour à tous et à toutes. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la mesure de la performance média dans tout ce qu'elle a de plus concret, puisqu'on va parler des tests dans la vraie vie des campagnes médias. Donc je suis avec Mathieu Lepoutre, qui est responsable Média 360 chez Auchan, Mathieu Hansmann, qui est consulting manager chez 55, et donc moi-même je suis managing director chez 55. Tout d'abord, avant de commencer, quelques mots sur 55. Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en data marketing. Nous aidons nos clients à mieux exploiter leurs données pour améliorer la performance de marque. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 350 salariés dans plus de 10 bureaux dans le monde, en APAC, en Europe et aux US. Et nous avons 4 piliers dans notre offre. Une offre en stratégie qui traite des questions très amont, du type comment exploiter au mieux ma donnée et avoir une roadmap pluriannuelle. L'expérience client, tout à droite, qui est tout ce qui est amélioration du site et des apps à travers des stratégies de personnalisation, de testing par exemple. Le conseil média, tant sur la stratégie média que sur l'amélioration de la performance de l'opération média. Et enfin la data architecture, qui est un sujet très en vogue en ce moment quand il s'agit de traiter des sources de données diverses qui peuvent être agrégées, qui nécessitent de faire une architecture data spécifique et des traitements qui peuvent passer par exemple par la data science. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet que nous menons avec Auchan, qui vise à industrialiser les tests des campagnes médias en local. Et tout d'abord, donc Mathieu, je me retourne vers toi. Ça fait longtemps que vous faites ce type de test chez Auchan. Pourquoi vous faites ces tests et quelles questions vous cherchez à adresser en fait à travers ces tests? Alors la première question qu'on se pose, c'est comment mesurer l'efficacité incrémentale des dispositifs médias dans un monde maintenant qui est doublement omnicanal, à la fois omnicanal dans les médias, très digital ou très offline, et puis également pour Auchan, très omnicanal dans les parcours de course. À la fois les grands hyper, des super, des quick commerce, des piétons. Donc voilà, on a une multitude de points de vente qui ont forcément des réponses aux sollicitations médias qui sont très différents. Le deuxième point, c'est dans quelle mesure, à partir du moment où on a une typologie de réseaux très différentes, dans quelle mesure la géographie impacte la performance des campagnes médias. Et puis, du coup, la dernière question, c'est comment peut-on utiliser les géo-expérimentes pour justement affiner le pilotage, la mesure et l'activation de ces plans médias omnicanaux. Alors, le GeoExperiment, déjà, qu'est-ce que c'est? On entend souvent GeoX, GeoLift, GeoExperiment, tout ça, c'est la même chose, c'est des noms différents, issus des partenaires Google et Facebook qui ont lancé ces protocoles. Mais d'abord, qu'est-ce que le GeoExperiment? Le GeoExperiment, c'est un protocole de mesure. Donc ça sert, c'est une méthode qui permet de mesurer l'efficacité incrémentale d'un dispositif média. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. On va créer deux zones, une zone test et une zone contrôle, deux zones qui sont strictement jumelles de par leur comportement. Et on va simplement appliquer à l'une des deux zones, la zone test, un dispositif média qui peut être multi ou mono-levier. Et on va simplement ensuite collecter les résultats sur les deux zones et mesurer ainsi l'uplift, donc l'écart de performance entre les deux dispositifs. Alors l'étape la plus importante dans ce protocole, c'est l'étalonnage des groupes. Être certain que le groupe test et le groupe contrôle sont strictement identiques dans leur comportement. Alors pour cela, là aussi c'est assez simple. On va réaliser une régression linéaire, c'est-à-dire qu'on va regarder sur un KPI, on va toujours définir un KPI, c'est-à-dire qu'on va mesurer a posteriori et en amont un critère de performance. Pour Auchan, ça peut être les ventes omnicanales, les ventes drive par exemple, si on veut mesurer l'efficacité d'une campagne drive comme on a eu cet été sur les ventes drive, on va se limiter à ce KPI-là. Donc on définit un KPI et on va regarder comment le groupe de magasins se comporte sur ce KPI-là et on constitue deux groupes qui sont exactement jumeaux. On pondère, on n'a pas forcément le même nombre de magasins dans le groupe 1 et dans le groupe 2 et on va donner des pondérations parfois différentes d'un magasin à l'autre
pour effectuer une courbe comme celle-ci. Donc on va regarder par jour ou par semaine l'évolution du KPI, ce qui peut être les ventes par exemple. Et vous voyez, les courbes, on les distingue à peine parce qu'elles sont vraiment, la façon dont on a construit les deux groupes, on a regroupé les magasins, sont strictement identiques. On mesure l'erreur entre les deux courbes et généralement elle est très faible. La dernière étape, c'est la mesure de l'uplift. Donc, c'est mesurer finalement l'impact des campagnes et l'indice de confiance. Alors ça, c'est très important parce que comme quand on est comme chez Auchan où on mesure l'évolution sur des ventes, l'impact d'un plan média sur les ventes, il est assez faible, il n'est pas facile à cerner. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir mesurer l'indice de confiance. Et comme vous voyez sur cette campagne qu'on avait réalisée avec Meta, l'indice de confiance se resserre au fur et à mesure de la campagne et on stoppe le test à partir du moment où on estime que l'indice de confiance est suffisant. Alors, ces protocoles de GeoExperiment, ils ont initialement été développés par Google. C'est Google qui a lancé le premier protocole, qui a ensuite été suivi par Meta. Donc, Google, depuis, a été assez prolifique puisqu'ils ont publié trois protocoles, le Geo-Based Regression, le Time-Based Regression et le Trimmed Match plus récemment. Et Meta a aussi republié son fameux GeoLift. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour pouvoir accéder à ces dispositifs, à ces protocoles de mesure, on peut, les annonceurs peuvent directement solliciter les régies. C'est l'exemple de Waze qu'on avait présenté l'année dernière au Hub Forum, qui permettait de montrer l'impact d'une présence sur Waze sur le nombre de navigations vers un point de vente Auchan. Donc on voit... on retrouvait le même protocole. Donc les régies mettent souvent à disposition ce type d'études dans le cadre des partenariats. Il existe une deuxième méthode, c'est d'accéder directement à GitHub, puisque à la fois Meta et à la fois Google ont publié, donc tous les codes sont en open source et sont disponibles sur GitHub. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, pour ceux qui sont un peu bricoleurs, à aller sur GitHub pour télécharger les codes et vous les approprier. Alors donc il y a plusieurs façons finalement de mettre en place ce type de protocole, soit en faisant appel tout simplement à la régie, donc ça c'est facile, ça coûte rien, c'est proposé, finalement on s'occupe de pas grand chose. Vous avez l'option pour les plus bricoleurs d'entre vous de justement aller sur GitHub, récupérer les codes sources. Nous, on a fait le choix d'une troisième option, celui de travailler sur une internalisation avec 55, parce que ça présente de nombreux avantages que va vous présenter Nicolas. Oui, alors la question, effectivement, c'est pourquoi se lancer dans une internalisation alors que vous pouvez le faire avec les régies et les partenaires. Nous, on est assez convaincus que c'est la bonne approche. Et donc, on a je vais vous donner les trois grandes raisons. Le premier, et c'est sans doute le plus important, c'est qu'en internalisant ce type de dispositif, vous avez un dispositif qui devient cross-platform. Vous devenez indépendant des régies qui vous proposent ce type de service. Ça a l'avantage, du coup, de pouvoir faire ce type de test sur différents leviers, et notamment sur les leviers qui ont les plus forts enjeux pour vous, les plus forts volumes. Ce n'est pas forcément les campagnes de la régie en question qui a le plus fort volume pour vous. Donc l'internalisation permet de vous affranchir quelque part de ce type de contraintes pour vous concentrer vraiment sur les forts volumes. Et comme le disait Mathieu, c'est important d'avoir du volume, ne serait-ce que pour la significativité, et aussi parce que c'est là où il y a le plus d'impact en général. Après, ça dépendra des leviers, mais en tout cas, les forts volumes sont un critère très important. Le deuxième, c'est la scalabilité. Donc en internalisant ce type de démarche, vous ne faites plus appel à une régie A pour une campagne A et une régie B pour une campagne B. Vous avez votre protocole de test qui est réplicable. Il est réplicable quelles que soient les zones et quels que soient les leviers. Donc il y a deux gains par rapport à ça. Déjà un gain de temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous industrialisez, on va vous montrer du coup les processus, mais du coup vous gagnez du temps sur les tests, vous pouvez en faire plus. Et il y a aussi
du coup un deuxième gain qui est la cohérence dans les résultats, c'est-à-dire que vous appliquez le même protocole de test entre les différentes zones. Si vous le faites sur un levier, le tract par exemple, eh bien, qui est dans toutes les zones de la France, quand vous le faites d'une zone à l'autre, c'est le même protocole de test, donc les résultats sont cohérents. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Le dernier, finalement, découle des deux précédents. Une fois que vous l'avez internalisé, comme je le disais, vous pouvez vous axer sur les forts volumes, forts enjeux de vos campagnes. Le côté scalabilité vous permet de faire quelque chose de réplicable. Donc finalement, votre fréquence de test peut être plus importante et donc finalement l'intégrer complètement au pilotage de vos campagnes. Et in fine, ça devient, et on va vous montrer aussi dans les applications, un outil quasi systématique de test en fait, de vos campagnes. Donc c'est bien différent de l'approche qu'on vous a présentée avant, qui était de faire appel à un partenaire. Donc une fois qu'on se lance dans ce type de projet, c'est quoi les grands facteurs clés de succès? Alors le premier est assez évident, mais ça va quand même mieux en le disant. Tout ce qui est gestion de projet, méthodologie. Donc c'est des projets qui sont transverses, qui font appel à des compétences médias, des compétences data, des compétences tech. Et donc la gestion de projet transverse est très importante pour mener ce projet à bien. Et également la méthodologie dans le sens où la documentation est très importante. Parce que, in fine, le but c'est de ne pas faire un POC, mais c'est bien de faire un POC documenté pour qu'il puisse après être internalisé. Et c'est un peu différent dans la démarche. Ouais, c'est une étape qu'on a tendance à un peu zapper quand on le fait nous-mêmes. Et donc voilà, le fait de passer par une agence est hyper structurant de ce point de vue-là. Yes. Le côté proximité entre les équipes. Donc là, je vais te citer aussi Mathieu. On travaille vraiment de manière très proche avec les équipes Auchan. Mathieu parle d'équipe augmentée, mais c'est un peu ça. Derrière cette image-là, c'est de dire, nous, on va comprendre, essayer de s'adapter au mieux au contexte d'Auchan, et on va vraiment s'intégrer. C'est comme ça qu'on embarque les équipes dans l'internalisation. En fait, l'internalisation, elle commence déjà dès la phase projet. Et dès le kick-off, en fait, on commence à travailler ensemble, ce qui fait que les bonnes pratiques, en fait, sont en place après, puisque déjà, en fait, elles ont été quasiment appliquées lors du POC. Capitaliser sur l'existant, à la fois technique et métier. Donc là encore, ce n'est pas un projet externe qu'on mène, c'est vraiment le but est vraiment de l'internaliser. Donc très tôt, dès le départ, on intègre les équipes tech parce que c'est elles qui ont la meilleure connaissance de l'architecture technique. À noter que ce type de dispositif est indépendant de votre architecture cloud. Il peut aussi bien se développer sur AWS que GCP ou Azure ou autre. Et également sur la gouvernance data, sur un Vertex AI, DataIQ ou autre. C'est complètement déployable. Les équipes métiers, évidemment, parce que c'est elles qui connaissent les campagnes à fort enjeu, comme je disais. Et c'est elles, finalement, qui vont mener avec nous le POC et après, progressivement, mener les autres tests. Last but not least, la data. Donc ça, c'est une question qui nous revient souvent. Il fait effectivement un certain historique de données, une certaine granularité. Donc il y a un sujet de data quality. On avait mené ce type de projet avec Auchan, donc on savait déjà qu'on avait cette donnée de bonne qualité. Je vais donner un exemple. Donc, pour prendre une campagne Tract, par exemple, on a un historique de données suffisant, qui est, on va y revenir sur les conditions, mais supérieur à 1 an, un impact sur le chiffre d'affaires qui est important, et un niveau de granularité qui est fin, où on a du coup les zones de diffusion avec les dates. Ça nous permet d'isoler les effets des campagnes dans les régions, et donc de pouvoir définir ces fameuses zones test et zones de contrôle. Donc c'est, voilà, évidemment, la data, c'est un prérequis. Après, c'est complètement intégrable dans le projet. Et finalement, c'est un prérequis pour ce type de projet, mais pas que. Je pense qu'on est tous convaincus dans cette salle. Si on prend le projet de manière, dans sa globalité, il y a 4 grands points sur lesquels il faut être bien vigilant. Et donc, Mathieu de 55 va ensuite vous les détailler. Le premier, c'est l'identification et la sélection des bonnes campagnes. Parce qu'il y a un certain nombre de prérequis pour que les campagnes soient significatives et bien compatibles avec le GeoExperiment. Le paramétrage des algorithmes, qui doit être complètement, là c'est plus de l'adaptation en fait au contexte de chaque annonceur. Et c'est là où finalement on vous ouvre le capot pour justement avoir les bons paramètres. Et c'est aussi un apport de cette démarche. Le regard critique sur la meilleure zone de test. Donc ça, si vous le faites de manière externe, c'est assez boîte noire, justement. Là, l'idée, c'est que vous compreniez bien ces choix-là. Et enfin, l'interprétation des résultats. Donc ça, c'est pas simple aussi, on va y revenir, c'est pas compliqué. Mais c'est pas parce qu'il y a un incrément que c'est forcément une réussite. Il y a justement une significativité à avoir, et donc c'est ce qu'on va vous montrer. Donc finalement, ce qu'on va vous montrer tout de suite, c'est
pourquoi pourquoi il est important de se poser les bonnes questions à chaque étape, et comment justement une méthodologie permet de répondre et d'exploiter au mieux ce type de test. Merci Nicolas. Oui, en effet, du coup, je vais détailler les 4 points requis. Pour tout ça, le premier, c'est évidemment, on en a parlé, Mathieu en a parlé, puis Nicolas en a parlé, les prérequis pour la sélection de la campagne. Le premier, c'est que la campagne ne doit pas être lancée au niveau national. Il y a bien évidemment des zones à avoir. Les zones ne sont pas forcément, comme tu le disais Mathieu, de la même taille, côte à côte ou à 2 endroits différents de la France. Le tout, c'est qu'elles soient significativement similaires. Il ne doit pas y avoir de transfert possible, donc évidemment, on évite les zones. Il n'y a pas de règle stricto sensu en nombre de kilomètres, mais on évite les zones les unes à côté des autres pour éviter que si la zone A a la campagne et la zone B ne l'a pas, la zone B puisse profiter et brouiller le résultat final. La campagne doit respecter une période minimale, donc là il y a plusieurs religions, Meta dit 2 semaines, Google 4. La difficulté ici c'est vraiment d'avoir une campagne assez longue pour que ce soit significatif, mais aussi assez courte pour que Auchan ait des résultats rapidement, parce que vous comprendrez bien que on ne peut pas avoir les résultats tant que la campagne n'est pas terminée. On peut voir les résultats évoluer, mais on vérifiera la significativité que en fin de campagne. Et enfin, Nicolas vient d'en parler, les données de l'indicateur de performance doivent respecter un certain niveau de granularité, c'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne donnée, avec le bon historique, avec le bon niveau de granularité. Donc Nicolas donnait l'exemple du track qui est très juste, ça fonctionne évidemment pour tous les médias. L'important c'est d'avoir un niveau granulaire tel qu'on veut le découper dans les différentes zones. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut paramétrer les algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions géographiques. Ici, on peut faire plusieurs choses. On peut forcer une zone, on peut exclure une zone, on peut laisser l'algorithme faire. Il y a plusieurs options. C'est tout l'intérêt d'utiliser le machine learning pour ce genre d'application. Idem pour l'allocation du budget. On peut à peu près tout faire. On peut fixer un budget en amont, on peut laisser l'algorithme fixer un budget ou donner une recommandation de budget, mais laisser l'algorithme potentiellement challenger cette recommandation en fonction de différents facteurs que je vous expliquerai sur la slide suivante. Idem pour la durée optimale. Donc là, on laisse l'algorithme choisir la durée optimale. Ça fonctionne également avec le nombre de magasins dont Mathieu parlait tout à l'heure. Donc ça peut être en fonction de ce qui a été déterminé en phase 1 et au début de cette phase 2, on va être en capacité de savoir si il faut 10 magasins, 20 magasins, 50 magasins pour espérer avoir une significativité in fine. Idem sur la durée. Vous voyez ici qu'il y a un gros pic au bout de plusieurs semaines et ensuite, j'ai envie de dire, ça ne change pas fondamentalement la probabilité d'être significatif. Et enfin, si on est en capacité d'avoir une idée de l'uplift attendu, déterminer un seuil minimum d'uplift attendu. Évidemment, comme tout à l'heure, l'algorithme peut le faire de son côté tout seul, mais c'est toujours bien d'avoir une surcouche métier en fonction de l'historique, de vos connaissances métiers, de ce qui a pu être fait par le passé potentiellement sur d'autres campagnes. Et là, sur l'uplift, effectivement, c'est comme je vous le disais, c'est pas parce qu'il y a un uplift que c'est une bonne nouvelle forcément, c'est pas forcément une réussite. Il y a justement ce minimum à atteindre, et donc on peut avoir un uplift, mais si ce minimum n'est pas atteint, ça veut dire que le test n'est pas concluant. Une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, on arrive à la sélection de la meilleure zone. Donc ici, c'est tout l'enjeu de l'algorithme, c'est à ça qu'il sert. Donc ici, on vous a mis un tableau qui est le résultat de l'algorithme pour Auchan sur une campagne donnée. Vous voyez sur la gauche qu'il y a différents scénarios. Donc les scénarios, c'est les macro-villes, le macro point de vente côté Auchan. Ensuite, vous voyez qu'il y a 2 on va dire, paramètres. La durée qui parfois est de 15 jours, parfois de 10 jours, et l'effet demandé. Donc c'est ici qu'on retrouve l'uplift dont vient de parler Nicolas. Est-ce qu'on s'attend à un uplift de 5%, 10%? C'est illustratif. Vous voyez les investissements que l'algorithme va ressortir en fonction de cette durée. Et ensuite, vous avez 4 paramètres qui vont avoir un impact sur le rang final. Donc c'est la combinaison linéaire de plusieurs choses. Le power, c'est la capacité de l'algorithme à prédire les zones qui sont significatives dans ce cas précis. Donc ici, vous voyez que les résultats sont très bons. Dites-vous qu'il n'y a aussi que 6 lignes, alors que c'est des milliers de lignes de base dans les combinaisons de l'algorithme. Donc c'est normal que les résultats soient très proches de ce qu'on attend. La prédiction, c'est la capacité à prédire ce qu'on souhaite avoir. Et enfin, la résistance de la zone et la ressemblance des groupes, c'est vraiment lié à l'historique, à ce que les zones ont pu voir passer dans le passé en fonction de différents KPI qu'on souhaite suivre dans cette résistance. Et pour la ressemblance, on parlait de corrélation tout à l'heure, la petite différence dans les géotests versus des algorithmes plus classiques de machine learning, c'est qu'on ne va pas chercher la corrélation dans la mesure où les groupes sont pas forcément de la même taille ici, et du coup on va chercher à vérifier qu'ils se ressemblent plutôt qu'ils sont corrélés intimement entre eux. Même si, comme l'a montré Mathieu tout à l'heure, on voit bien in fine que les courbes sur le CA par exemple de KPI sont globalement similaires à la fin du chemin. Et du coup ça vous donne un ranking qui va vous permettre de choisir la zone, et c'est ici qu'intervient aussi
le point métier dont parlait Nicolas, à savoir que potentiellement, on voit que les deux premiers ont des performances similaires, et du coup c'est ici que le métier intervient pour décider en fonction de différents facteurs autres que ceux, les paramètres intégrés dans le modèle, pourquoi on prendrait plutôt la zone 1 en zone test et la zone 2 en zone de contrôle, etc. Et enfin, on le répète, mais je pense que c'est hyper important ici, l'algorithme est fait pour calculer un uplift et vérifier que cet uplift est significatif, en fonction de formules de probabilité assez classiques. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fonction de plusieurs facteurs, on se rend compte ici sur le petit schéma illustratif que si le résultat, sans campagne média, on attendait déjà un résultat supérieur, un uplift, à ce qui était dans la période pré-release. Néanmoins, on va ici calculer l'uplift en fonction des zones qui ont eu ou n'ont pas eu la campagne et vérifier ensuite si l'uplift est significatif. C'est hyper important, c'est quelque chose qu'on dit et qu'on répète volontairement, dans la mesure où, comme disait Nicolas, c'est pas parce qu'on a eu un uplift que la campagne a été une réussite et qu'on peut passer à l'échelle. Évidemment, le contraire est vrai. Il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'en fonction des zones que vous testez, de la significativité, de la durée de la campagne, vous n'aurez pas besoin des mêmes résultats pour que ça soit significatif. Nicolas, tu peux nous en dire plus sur la mise en place de tout ça? Donc effectivement, pour monter ce type de projet, il y a différentes compétences. Donc des compétences médias, métiers, tech, des compétences aussi en data science. C'est ces compétences-là qu'on mobilise lors du POC. Et vous comprenez bien que c'est finalement ce qu'on amorce, c'est bien cette culture du test. Tester des choses comparables, tester des choses significatives sur des campagnes avec des forts enjeux. C'est des projets qui durent entre 4 et 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps là-dedans qui est le temps des campagnes. Et qui est un temps incompressible, qui est de dire bon, j'ai besoin de X semaines sur mes campagnes pour avoir justement cette significativité. Donc il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est la construction de la solution. Donc c'est là où on va mettre en place les scripts, les pipelines, et on va vraiment l'intégrer à l'architecture. On l'a intégré à l'architecture d'Auchan. Ensuite, la phase de POC, où là on travaille justement sur une campagne donnée, sur le paramétrage de la solution et sur l'interprétation des résultats avec une validation du POC. Donc c'est là où ça se fait vraiment en 4 mains pour préparer la phase d'après, qui est l'accompagnement à l'internalisation, où là c'est vraiment la passation de la documentation, de toutes les process qu'on a fait lors du POC, pour que finalement les équipes prennent de l'autonomie sur les futurs tests. Après, dans l'utilisation de ce type de démarche, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on travaille avec Auchan, Mathieu, comment ça s'intègre globalement dans ce qu'on a pu construire ensemble, parce qu'effectivement l'exploitation est assez large de ce type de démarche. Alors effectivement, on a de nombreux projets avec Fit65, à la fois sur le tracking, sur donc les GeoExperiment et sur les MMM. Finalement, tout ça, c'est 3 piliers pour la mesure de la performance. Aujourd'hui, le tracking, même s'il est un peu challengé en ce moment, on espère que ça va se résoudre dans les mois qui suivent. Ça a été une première brique dans la mesure de la performance, notamment sur la partie digitale. Le GeoExperiment, on l'a vu, c'est des méthodes très simples, très robustes, qui permettent de mesurer et de comprendre vraiment l'efficacité incrémentale d'un dispositif. On n'est plus sur le ROAS, on est vraiment sur de l'uplift, donc de l'impact business. Ces études, elles viennent nourrir les algorithmes de modélisation du mix média, donc des solutions un peu plus avancées. Mais tout ça, finalement, ça se nourrit l'un de l'autre. Le tracking vient parfois nourrir le GeoX, qui lui-même permet de calibrer les MMM. C'est hyper important. On a des études d'ailleurs avec Meta là-dessus, où on fait de la recherche avec eux pour voir comment on utilise les GeoX pour améliorer, pour calibrer les algorithmes de MMM. Donc on voit bien, tout ça c'est des solutions qui sont complémentaires, qui se nourrissent l'une de l'autre et qui permettent de répondre à l'objectif ultime de la compréhension de la performance de nos dispositifs marketing ou médias en général.
Alors, les GeoX, ça permet d'aller aussi un cran plus loin, notamment dans la compréhension des mécaniques et des phénomènes et de l'impact de la géographie sur les campagnes. Alors chez nous, alors c'est peut-être pas le cas pour tous dans la salle, mais nous, la géographie, elle est hyper importante. En fonction de la typologie du point de vente, par exemple, un grand, un petit, en fonction de la zone de chalandise, on va avoir une efficacité qui sera très différente. Et aujourd'hui, jusqu'ici, en médias, on a beaucoup utilisé les critères sociodémo, etc. pour cibler. Mais imaginez juste l'impact de la différence entre une rue et une autre, en termes surtout ici à Paris, d'une rue à l'autre, on va avoir un pouvoir d'achat qui sera assez différent. Donc c'est un critère de ciblage qui est hyper important. Et travailler sur ces algorithmes, ça permet d'avancer, d'améliorer les ciblages. Donc on n'est plus uniquement dans la mesure, mais on bascule dans de l'activation. Donc on utilise ces données. Alors nous, chez Auchan, on l'utilise beaucoup sur les tracts. Nos zones de tracts sont designées, sont nourries avec des algorithmes qui permettent justement de calculer la rentabilité de chacune des petites zones. Alors sur une petite zone, souvent il y a 200 boîtes aux lettres, hein, pas plus. Donc on nourrit ces algorithmes grâce à tout ce que l'on peut mesurer sur les GeoX. Et les GeoX nous permettent de calibrer ces algorithmes. Et l'autre face que l'on explore en ce moment, notamment avec Meta et avec Google, c'est comment est-ce qu'on utilise ces données pour pouvoir cibler nos campagnes. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire, je vous ai mis un petit peu des exemples de ciblage qui a pour origine un point et un rayon. Donc il y a plusieurs dispositifs qui existent. Il y a aussi des dispositifs polygonaux qui permettent d'avoir des ciblages médias sur les plateformes digitales qui se nourrissent, qui commencent à partir d'un ciblage géographique. Donc on bascule de la simple à mesure à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'activation. Voilà, merci beaucoup. On arrive au bout de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, moi j'ai une question. Chez Auchan, Google, c'est votre prochain concurrent? Non, c'est plutôt un partenaire jusqu'ici. Voilà, moi je pense que c'est votre prochain concurrent, comme AWS, Amazon était plus sur le retail. Pourquoi vous donnez toutes vos données à Google? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des concurrents français? Enfin, est-ce qu'il existe des concurrents français, vraiment en franchouillard, qui feraient la même chose? Donc la question, c'est pourquoi Auchan donne ses données à Google, qui est potentiellement un concurrent, ou voire d'autres. Ou en tout cas, est-ce que c'est une problématique que vous avez, ou alors je suis pas peut-être pas. T'en penses quoi, Mathieu? Alors déjà, je pense qu'on n'est pas concurrent, on est plutôt partenaire. Déjà, on ne vend pas tout à fait les mêmes choses. Donc ça, c'est le premier point. Il y a effectivement une notion de dépendance, mais Google, c'est pas le seul acteur. Et concernant la propriété de la donnée, etc., le fait d'internaliser, c'est aussi une façon de peut-être contrôler davantage finalement le niveau de partage. Mais globalement, nous, on est très, on travaille à livre ouvert avec ces acteurs. Voilà. On est très précautionneux de la privacy et donc on respecte beaucoup les données personnelles de nos clients, mais par rapport à nos partenaires, on partage beaucoup de données. Donc pas des données à l'individu, mais finalement le résultat de toutes ces études, finalement c'est une façon d'être le plus efficace et on partage ça avec nos partenaires. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils nous aident beaucoup. Eux aussi partagent beaucoup de choses. Tout est public. Et ils contribuent en publiant finalement ces recherches. Ils ont des ingénieurs qu'on n'a pas chez Auchan. Et finalement, le fait de partager tout ce savoir, c'est aussi important, à mon sens. Donc, je les remercie à ce titre. Merci Mathieu. Il y a une question, oui.
Très bien. Alors, tu répètes les questions. Ouais, alors deux questions. La première, c'est sur les bénéfices de ce type de démarche. Et la deuxième, c'est sur le choix des zones. Est-ce que les zones, on prend dans les zones les habitants inclus dans ces zones, ou également les flux, donc les habitants qui arrivent potentiellement, les personnes qui arrivent dans ces zones ou qui en sortent? Alors les bénéfices, ils sont immédiats. On est assis. Alors le budget média de ce type d'annonceur, il est assez important. Donc le moindre pourcent gagné, il est rentabilisé très rapidement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les médias, c'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit. Ça permet d'accélérer le business. Donc là aussi, chaque gain, c'est un gain direct sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça va très vite. Les bénéfices de ce type de protocole est très rapide. Concernant votre question sur les flux, alors c'est une bonne question puisque on l'a évoqué. Il est important dans la constitution des clusters, donc du groupe contrôle et du groupe test, de s'assurer qu'il y ait peu de transmission donc de personnes qui passent d'un cluster à l'autre, parce que sinon ça biaise les résultats. Donc on est très vigilant à justement éviter ces transferts de flux. Après, il y a quand même des cas spécifiques où au contraire on va être très attentif à ces clusters et à ces mouvements. C'est pour toutes les analyses liées à l'affichage, donc à la présence dans la rue et l'impact de l'affichage sur les ventes ou sur les services que peuvent proposer une enseigne comme la nôtre. On va pouvoir prendre encore une ou deux questions. Oui. Oui, bonjour. J'avais une question sur la gestion de la qualité des data en entrée dans le modèle. Parce que, alors il y a des données digitales, et vous entendez parler d'affichage, de télé potentiellement ou autre. C'est un vrai sujet, je pense. Comment vous gérez ça avec vos partenaires, notamment avec Meta et Google? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que les data scientists d'Auchan leverage les algorithmes qui sont produits par Google et Facebook, ou c'est plutôt l'inverse, c'est Google et Facebook qui font des révises de l'algorithme et puis vous faites la paramètre? Alors, il y a donc deux questions. Une question sur la qualité de la donnée, comment on gère la qualité de la donnée sur les données online, mais également sur les données offline, avec l'exemple de l'affichage que vous avez pris. Et la seconde question, c'est sur les modèles. Comment ça se passe entre finalement ces modèles qui sont développés par Google et Meta et les data scientists d'Auchan. Voilà. Est-ce que c'est d'abord Google et Meta qui fournissent les modèles qui sont finalement paramétrés et utilisés, ou est-ce qu'il y a un autre échange dans l'autre sens? Je peux peut-être répondre sur la première partie, si tu me permets, Mathieu. Sur la première question à DataQuity, comme je disais, c'est un projet qu'on a mené par ailleurs avec Auchan, notamment dans le cadre du marketing mix modeling, ou dans un marketing mix modeling, donc vous mesurez l'impact de la performance des campagnes médias on et off sur le chiffre d'affaires. Donc vous avez affaire aux campagnes online et aux campagnes offline. Effectivement, il y a des sujets de qualité sur les campagnes aussi bien online d'ailleurs que offline. Il y a des sujets de nomenclature, mais même au-delà de ça, il y a des sujets de qualité par rapport à des choses que vous attendez, c'est pas ce que vous recevez. Il y a plusieurs manières de répondre. Il y a l'automatisation au maximum en passant par des API. Il y a aussi des processus de contrôle et des outils. Et notamment ce qu'on a mis en place avec Auchan, c'est un outil qu'on a appelé le File Checker, qu'on a développé avec Auchan, et d'ailleurs qu'on a transmis, qui est utilisé par Auchan, qui permet en fait de contrôler la qualité de la donnée en entrée, donc de screener, de détecter en fait les erreurs. Et quand il y a une erreur, ça crée un ticket et ça envoie un mail au destinataire et ça bloque l'ingestion de la donnée dans la data platform pour pas justement dégrader la qualité de la data platform. Et en fait, du coup, il y a un envoi qui est fait jusqu'à ce que la qualité soit au rendez-vous. Je me suis mal exprimé. Mon point il était plutôt sur l'amont. Comment être sûr que Facebook et Google, lorsqu'ils nous donnent de la data, c'est de la data qui est de qualité et c'est bien la data qui a été observée dans leur système. Est-ce que vous faites un audit de leur système? D'accord. Enfin, c'est plus en amont. D'accord. J'avais compris la donnée offline. Ok. Avec l'automatisation, okay. La QD, etc. Mais il y a en amont, c'est est-ce que lorsque Facebook vous dit oui, c'est une bannière qui a été vue à 80% de visibilité, est-ce que vous avez été checké, observé dans leur système? Parce qu'en fait, tout est basé là-dessus, quelque part, que c'est bien ce qu'ils ont dit. Donc la question porte sur la qualité de la donnée des partenaires, Google, Meta. Quand Meta nous donne une impression, Google, est-ce qu'on a été contrôlé quelque part la qualité de l'impression? Est-ce que c'est une réelle impression ou pas? Donc ça c'est un sujet effectivement
qu'on traite dans les sujets de data quality, en fait, qui sont des sujets d'architecture, où effectivement les données de méta, d'impression, ce sont les données de méta. Justement, la démarche d'internalisation, ça permet justement, en ayant des protocoles de test qui sont les mêmes sur différentes campagnes, et bien justement d'avoir une compréhension. Effectivement, on n'est pas méta, donc on n'a pas le calcul, si vous voulez, derrière. Néanmoins, la démarche d'internalisation est justement un changement en fait de paradigme où on a la capacité de traiter chez soi, de comprendre ces données pour les mettre en perspective. Donc finalement, ce qui est important, c'est pas tant de comprendre unitairement, mais c'est surtout de comprendre dans le temps et de mettre en perspective ces données pour comprendre pour soi la vraie signification. Je vais compléter. Ouais. Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. La première, c'est déjà, on a des dispositifs de contrôle. On traque nos campagnes. On peut utiliser Campaign Manager, par exemple, chez Auchan, pour s'assurer justement de la véracité des volumes qui nous sont transmis. Mais je vais être un peu provocateur. Au final, on s'en fout. On s'en fout, pourquoi? Parce que moi, ce que je vais regarder, c'est combien il me facture. Et je vais regarder combien il me facture et combien ça me rapporte. Finalement, combien il y a eu d'impressions, c'est intéressant à savoir, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est combien je suis facturé. Et ça, c'est correct. Si vous voulez... Et la deuxième question? Si vous voulez, je réponds à la deuxième question, ouais. Du coup, un peu des deux. En fait, on a la chance d'avoir accès, ce que disait Mathieu dans les partenariats, aux personnes qui travaillent chez Google, chez Meta sur ces sujets-là, en France, aux États-Unis. Et du coup, on va plutôt partir avec nos data scientists, ceux d'Auchan, des releases, comme vous dites, de Google et Meta, mais on a aussi la chance d'avoir une boucle retour, à savoir leur poser des questions, potentiellement challenger certaines choses qu'ils font avec des data scientists, qu'ils soient chez nous ou chez Auchan. Et ensuite, eux, évidemment, ils vont aussi, sans surprise, utiliser ou profiter de ces moments d'échange pour avoir des personnes en end-to-end qui vont utiliser leur algorithme sur un cas client précis qui va évidemment au-delà et qui est complexifié par rapport aux releases sur GitHub qu'on peut trouver, parce qu'on l'a adapté à Auchan spécifiquement. Donc on ouvre le capot, il y a des réels échanges en fait entre les équipes. Et l'autre point, c'est qu'on discute aussi avec les équipes produits. Alors, il y avait la personne qui s'occupe du MMM chez Auchan, chez Google, qui était de passage à Paris la semaine dernière. Voilà, ils sont aussi, ils échangent, ils nous écoutent, et c'est assez intéressant de partager finalement ce que eux développent, ce que nous on développe, et il y a un partage d'expérience. Donc c'est vraiment de la collaboration à tout niveau. Je pense qu'on va prendre une dernière question, et puis après on va s'arrêter là. Oui. Je me demandais, avant de choisir les zones, il a fallu avoir des métriques sur les zones de test, et ces métriques-là, vous les avez établies sur quelle durée, et quelle durée vous a semblé pertinente? Tu veux? Vas-y. Ouais. En fait, justement, comme on l'a dit tout à l'heure... Sur la question, donc du coup, c'est dans le choix des zones, excusez-moi, comment on a choisi ces zones, quelle durée, en fait, quelles sont les métriques et quelle durée il nous a fallu pour pouvoir avoir des informations sur ces zones? Excuse-moi, Mathieu. T'as bien fait, merci. Du coup, en fait, il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'on travaillait déjà avec Auchan sur beaucoup d'autres sujets en lien avec la mesure, comme le disait Mathieu. Donc, on savait que la donnée était de qualité. On a beaucoup de KPI côté Auchan, comme le disait Mathieu, sur des zones très petites. La plupart des KPI sont ventilés sur des zones de 200 mètres par 200 mètres. Donc, ça permet vraiment d'être au plus fin. Évidemment, on va réagréger pour faire des zones de géotest, sinon ça fait des millions de lignes. Et en plus de ça, on va également repartir de vente en magasin Auchan, c'est-à-dire que des magasins Auchan, il y en a sur tout le territoire, des petits, des grands, comme disait Mathieu, et on a notamment sur le CA ou le CA additionnel, le CA Drive, beaucoup de choses autour du chiffre d'affaires, une richesse dans les données Auchan qui est une chance et qui nous permet justement d'avoir des zones de test et de géo et de contrôle géo qui sont pas si grandes que ça, dans la mesure où on peut avoir une grande concentration de chiffre d'affaires dans des petites zones qui vont être significatives à l'échelle du POC évidemment. Et ça, c'est lié à notre taux d'encartage, puisqu'on a un nombre de clients qui participent au programme de fidélité qui est assez important et qui permet du coup d'avoir une fiabilité de données qui est... il n'y a pas de souci. La partie qui est, on va dire, non cartée, elle est facilement modélisable à partir des clients cartés. Donc voilà, on a un taux d'utilisation qui est très fort. On a beaucoup de données et elles sont de qualité parce que finalement, on a un taux d'usage qui est élevé. Et pour répondre sur la durée, pour terminer, peut-être c'est aussi ça qui permet d'avoir des géotests qui ne durent pas trop longtemps, dans la mesure où on arrive très vite à des grands niveaux de chiffre d'affaires ou de clients générés, etc., qui permet
d'avoir des tests sur, on va dire, 3-4 semaines plutôt que parfois sur 7-8 sur potentiellement des annonceurs, des types de marchés qui sont potentiellement avec des cycles d'achat un peu plus longs que la grande distribution. 4 ans. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Merci à tous. Tout le monde.